L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est bien évidemment organisé par le CAFU Policy Institute, think tank de la Fondation Denis Alenora Foetia, sous le thème Unification des communautés économiques régionales. Quel est l'état de lieu en Afrique centrale? L'objectif principal de cette conversation est de discuter des progrès du processus de rationalisation des communautés régionales économiques d'Afrique centrale. Pour ce faire, nous avons avec nous un invité spécial en la personne du docteur Jacob Kocho, directeur du marché commun de la CEAC au Gabon. Je puis vous garantir que cet échange sera l'un des plus passionnants, d'autant plus que la modération sera assurée par le docteur Kwam Jean-Cédric. Et le docteur Jean-Cédric Kwam est le directeur de la fondation, de la division des affaires économiques et le chef de la sous-section de la politique fiscale et monétaire au CAFU Policy Institute. Le décor étant planté, je passe la parole au docteur Kwam Jean-Cédric. Docteur Kwam, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ariel, de me passer la parole. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, recevez nos cordiales salutations aussi au CAFU Policy Institute. Merci de vous joindre à cette conversation dont le thème est, je le rappelle, Unification des communautés économiques régionales, quel état des lieux en Afrique centrale. Nous sommes très, très ravis de vous accueillir. Depuis plusieurs décennies, vous le savez, nous le savons tous, les leaders africains ont exprimé le besoin de renforcer la coopération entre les États. Ces derniers ont bien pris conscience des enjeux et opportunités d'une intégration régionale effective. Mais les ambitions se sont au fil du temps traduites par une prolifération d'accords régionaux. En Afrique centrale, nous avons trois communautés économiques régionales. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est reconnue par l'Union africaine, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la communauté économique des pays du Grand Lac. Et tous les pays d'Afrique centrale appartiennent à plusieurs, sont impliqués dans plusieurs initiatives d'intégration régionale. Lors de la 14e conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenue en octobre 2009 à Kinshasa, les chefs d'État ont décidé d'accélérer le processus de rationalisation des communautés économiques régionales. Pourquoi? Parce que le fait d'appartenir à plusieurs communautés cause d'énormes problèmes et nous pouvons bien noter que l'intégration en Afrique centrale reste très timide comparativement à d'autres régions d'Afrique. Donc, il a été décidé d'accélérer le processus de rationalisation et entendez par rationalisation des communautés économiques régionales, mettre en place une seule et unique communauté économique régionale en remplacement de la CEMAC, de la CEIAC et de la CEPGL. La date fixée pour le démarrage de cette nouvelle communauté était 2023, mais malheureusement, le processus n'a pas abouti, parce qu'on peut le dire comme ça, le processus n'a pas abouti, parce qu'en 2024, nous n'avons pas lancé la nouvelle et la communauté unique dont nous souhaitons. Donc, il nous a paru opportun de, de discuter, de parler et de converser avec le docteur Kocho, qui est le directeur du marché commun, pour comprendre déjà les progrès qui sont réalisés, les défis qui subsistent et qu'est-ce qui peut être engagé pour accélérer le processus de rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. Donc, nous sommes très, très ravis d'avoir le docteur Kocho. Nous lui disons d'ailleurs en entend merci beaucoup pour son temps. Le docteur Kocho travaille comme directeur du marché commun à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est passionné par les négociations commerciales internationales et ses recherches actuelles se concentrent sur l'analyse des facteurs qui déterminent l'équilibre des pouvoirs dans la négociation des accords commerciaux régionaux, Nord-Sud et Sud-Sud. Dr Kocho est auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées sur le commerce et les négociations commerciales internationales. C'est un gestionnaire méticuleux. Vous comprenez pourquoi il est à la tête du marché commun comme directeur et engagé dans la promotion de la transformation sociale. Il est également engagé dans de nombreux projets, dans plusieurs programmes. Il est membre de plusieurs associations et plateformes de la société civile camerounaise en Afrique centrale. Il travaille également comme consultant pour plusieurs organisations et institutions publiques et privées en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup, docteur, d'avoir honoré à cette invitation. Nous sommes très ravis de vous avoir. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Merci beaucoup. Donc, nous allons entamer notre conversation, mais permettez-moi de rappeler à notre audience qu'ils auront également la possibilité de vous poser leurs questions dans le chat. Voilà, juste signaler en levant, en cliquant sur l'icône, la main levée, et l'équipe de communication va vous permettre à un moment donné de poser votre question directement au docteur Couture. Docteur, nous avons rappelé tout à l'heure, et nous le savons tous qu'en Afrique centrale, nous avons trois communautés économiques régionales et nous avons plusieurs marchés. Dans la CEMAC, on a un marché. En CEAC, on parlait d'un marché. Et également, en CEPGL, c'est un autre marché. Donc, nous voulons savoir, vous êtes à la tête du marché commun en Afrique centrale. S'agit-il du marché constitué des 11 pays, dont la CEAC, ou alors, en entendant marché commun, on doit directement penser au marché qui est issu de la fusion complète des trois communautés économiques régionales. Est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions sur la communauté, sur le marché commun en Afrique centrale? Euh, Peut-être qu'il est nécessaire, avant de répondre directement à votre question, de situer la notion de marché commun sur le plan conceptuel. Nous sommes sur le terrain de l'intégration régionale et en termes théoriques, le processus d'intégration régionale est un cheminement graduel que décide de mener ensemble les États qui le souhaitent pour aboutir à une configuration économique dans laquelle certains de leurs pouvoirs souverains sont cédés à un organe supranational. Et ce processus se fait de manière graduelle, en commençant par une zone de libre-échange, une union douanière, après un marché commun, après une union économique, monétaire, et puis les autres étapes. Donc, le marché commun, en termes simples, sera compris ici comme une configuration économique entre un certain nombre d'États dans laquelle les États décident d'établir entre eux une zone de libre-échange, c'est-à-dire éliminer progressivement les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des capitaux et des moyens de paiement. Deuxièmement, ils établissent entre eux une union douanière, c'est-à-dire mettre en place une politique commune, commerciale commune à l'égard des tiers et les éléments de la politique commune commerciale commune, communément connue. Quand on parle de l'union douanière, c'est le tarif extérieur commun, c'est les réglementations douanières qui sont harmonisées, mais il y a d'autres réglementations commerciales qui peuvent également être harmonisées dans le cadre de l'union douanière. Et après, on parlera, dans le cadre de l'union douanière, de la libre circulation des facteurs de production, c'est-à-dire le capital et le travail et l'harmonisation de quelques éléments de politique économique, c'est-à-dire, par exemple, la politique fiscale et la politique financière des États. Donc, cet élément, ce rappel conceptuel fait de quoi on parle quand on parle de rationalisation en Afrique centrale. Vous avez dit quelques éléments dans votre propos introductif pour dire qu'il s'agit d'un processus mis en place par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, avec pour objectif d'harmoniser les politiques, projets et programmes en vue d'aboutir à terme à une communauté économique commerciale, à une communauté économique unique. C'est les termes de la décision de la conférence des chefs d'État, à une communauté économique unique en Afrique centrale. Donc, il s'agit de mener un processus selon une méthodologie à convenir pour fusionner les communautés d'intégration qui sont en cours en ce moment au sein de l'espace géographique afin d'en faire une seule et unique communauté. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas a priori de parler des 11 États membres de la CEAC comme communauté économique unique. Le terme qui est utilisé par les autorités euh, pour, pour mettre en place ce processus de rationalisation est assez précis et ces termes-là, ils sont assez clairs. Harmoniser les programmes, projets et politiques pour aboutir à terme à une communauté économique unique en Afrique centrale. Voilà de quoi il s'agit.
Maintenant, il y a de nombreuses questions méthodologiques qui émergent. Il y a des orientations politiques qui sont données ici et là. On en parlera certainement dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, docteur, pour ce rappel méthodologique. Vous avez bien mentionné tout à l'heure la rationalisation qui implique l'harmonisation des décisions qui sont prises, l'harmonisation des programmes. Mais nous nous souvenons que, au départ, quand le procédure de rationalisation a été lancée, c'est juste les organes de décision de la CEMAC et de la CEIAC qui étaient conviés. C'est vrai que la CEPGL également a commencé les travaux, mais n'a pas, à un certain moment, s'est retirée. C'est lors de la cinquième réunion du comité de pilotage des instances décisionnelles euh, euh, de la CDSMAP et CEAC que l'idée de réintroduire la CEPGL a été recommandée. Donc, ma question est de savoir, est-ce que cette absence de la CEPGL à un moment n'est pas la conséquence du retard que nous accusons aujourd'hui dans le processus de rationalisation? Pourquoi? Parce que c'est juste en août 2022 que, il a été recommandé d'impliquer dans le processus d'harmonisation des instances décisionnelles de la CEPGL sous réserve de l'accord des décideurs de ces trois pays-là. Est-ce que c'est pas ça c'est pas l'une des raisons qui explique le ralentissement ou alors le fait que nous ne sommes pas parvenus en 2023 au démarrage de la communauté unique? Non, non, de mon point de vue, ce n'est pas la principale raison qui a retardé le processus. Rappelons un peu les principales étapes de ce processus. Il a été lancé en 2007 à Kinshasa. Hum, Et en 2009, la conférence des chefs d'État a décidé de désigner le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, comme président dédié à la rationalisation. Cette fonction, c'est une facilité, un dispositif de facilitation qui est mis en place au sein de la conférence des chefs d'État pour permettre un suivi rapproché de- d'un élément de l'agenda d'intégration commerciale par une des plus hautes autorités de la communauté au nom de la conférence des chefs d'État. Et donc, la conférence avait décidé en 2009 d'attribuer cette fonction au président de la République du Cameroun. Et après, il y a eu en 2015 la décision euh, qui mettait en place le comité de pilotage de la rationalisation et le secrétariat technique du processus de rationalisation. Et donc, entre 2009 et 2015, il y a très peu de choses qui ont été faites pour diverses raisons. Et à partir de 2015, les choses se sont un peu accélérées avec différentes réunions du comité de pilotage de la rationalisation. Mais il s'est posé le problème de financement du processus parce que euh, la conduite de cet exercice requiert la disponibilité des ressources financières non négligeables, requiert également la disponibilité des ressources humaines en termes de capacité non négligeables. Donc, tout ceci euh, a posé quelques petites difficultés. Maintenant, il y a eu aussi, comme élément qui puisse justifier le retard du processus, les divergences de vues sur les orientations à prendre par rapport à la méthodologie de rationalisation. Et c'est là le nœud de la question. Comment on procède pour arriver à terme à la communauté économique unique en Afrique centrale? Comment on entend, déjà même pour commencer, comment on entend cette formulation qui est apparue dans la décision de la conférence des chefs d'État, aboutir à terme à une communauté économique unique? Il y a eu diverses manières de percevoir cette orientation-là. D'aucuns ont imaginé que cela signifiait que toutes les communautés économiques régionales soient fondues dans une seule, par la création d'une nouvelle communauté économique régionale, et ils ont leurs arguments. D'autres
ont pensé qu'il serait mieux, étant donné que la totalité des États impliqués dans ce processus sont les États membres de la CEAC, ils ont pensé qu'il convenait de trouver des modalités d'intégrer les autres communautés économiques régionales qui sont des sous-ensembles de la CEAC au sein de la CEAC et ils ont leurs arguments pour cela. Donc, ces deux angles de perception de la méthodologie de rationalisation a été le principal point d'achoppement parce que jusqu'à ce jour, je peux dire qu'il n'y a pas encore un consensus réel sur la méthodologie à adopter, même si, et il faut le noter en rouge, même s'il y a eu de nombreux signaux envoyés par les plus hautes autorités pour donner une indication sur leur perception de l'orientation à prendre. Et on pourra apporter les éléments nécessaires en cas de besoin. Merci beaucoup, docteur. Vous avez évoqué les difficultés financières, nous allons en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on essaye de revenir euh, sur la méthodologie de rationalisation. Ce qui nous inquiète, en fait, c'est que la communauté économique des États de l'Afrique centrale est l'une des 8 communautés économiques régionales qui est bien reconnue par l'Union africaine. Et nous nous posons la question de savoir quelle est l'approche ou alors quel est le point de vue de l'Union africaine quand on veut unifier les communautés économiques régionales. Est-ce que il ne fallait pas fondre toutes les communautés économiques régionales dans la CEEAC parce que la CEEAC est déjà reconnue par l'Union africaine? Quelle est la position de l'Union africaine dans ce processus de rationalisation? Puisque la CEEAC est déjà reconnue, est-ce qu'il y a une démarche qui est déjà entreprise au niveau de l'Union africaine pour qu'elle approuve la nouvelle communauté unique? Donc la question de savoir, est-ce qu'il ne fallait pas aller avec la CEEAC au lieu d'entamer tout un autre processus de rationalisation qui est en train de nous coûter financièrement aux États. Je ne sais pas quelle est votre position en tant que euh, directeur du marché commun. Non, je ne donnerai pas ma position en tant que directeur du marché commun de la CAC, je donnerai ma position en tant que citoyen de l'Afrique centrale, Ouais, pour ne pas créer de ouais, confusion c'est avec ça. les positions officielles de l'institution qui m'emploie. Donc, il y a deux questions que vous avez posées. La première est en rapport avec la position de l'Union africaine. Il n'y a pas une position de l'Union africaine sur la méthode, l'approche de rationalisation au sein des communautés économiques régionales. Ce que l'Union africaine a fait pour poser le cadre de la rationalisation, c'est de prendre une décision qui reconnaît les communautés économiques régionales qui sont désignées comme les piliers du processus d'intégration en Afrique. Et là, il y a deux éléments à considérer. Premièrement, l'Union africaine avait commencé par procéder à un découpage du continent par aire géographique. Et il y en a 5. Il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Il y a 5 regroupements géographiques normalement au niveau du continent africain. Et c'était la première approche de rationalisation de l'Union africaine. Maintenant, c'est poser la question de savoir, au sein de ces aires géographiques, laquelle des organisations serait considérée comme l'organisation pilier pour faire en sorte que les autres organisations qui exercent dans les mêmes aires géographiques s'intègrent dans une dynamique de rationalisation en sachant qu'il y a un pilier qui est reconnu. C'est de là qu'est venue l'idée d'identifier les communautés économiques régionales. Et rappelons que le traité d'Abuja déjà avait jeté les bases de ce découpage géographique. Parce que dans le traité d'Abuja, la démarche consacrée pour la construction de la communauté économique africaine est bien la construction sur la base des communautés économiques régionales. Donc, et déjà, il y a, au niveau de l'Union africaine, il y a un problème qui se pose dans l'orientation qui est donnée. Parce que on constate que le découpage géographique met en place 5 aires géographiques, mais les communautés économiques piliers qui sont désignées sont au nombre de 8. Et là, il y a déjà un défi qui se présente. Pour
euh, l'espace oriental et austral de l'Afrique, on a COMESA, on a SADC, on a IEC qui sont reconnus comme piliers de l'intégration africaine. Et ça pose un problème parce que toutes ces organisations exercent dans la même ère. Donc, si déjà au niveau continental, on veut nationaliser, qu'est-ce qui explique que on fasse un tel casting qui crée encore de l'ambiguïté dans l'orientation qu'on veut prendre. Et donc, déjà, même au niveau continental, il y a un problème qui se pose. Et ça, on peut aisément comprendre que cette situation est le fruit des jeux d'influence politique entre les leaders sur le plan continental. Parce qu'on sait qu'il y a des dynamiques d'intégration régionale qui ont été impulsées par certains pays pour diverses raisons et ces 10 pays, en fonction de leur puissance au niveau continental, ne veulent pas que ces organisations soient mises à l'éteignoir sous le couvert d'autres organisations. Et donc, on peut faire un débat là-dessus pour ce qui est de la position continentale sur le processus de rationalisation. Mais ce qu'on doit retenir pour aller vers pour la réponse à votre question, c'est qu'il n'y a pas une directive continentale qui est donnée sur l'approche méthodologique de rationalisation au sein des communautés économiques régionales. Ça, c'est une partie de la question des deux questions que vous m'avez posées. Maintenant, revenons à la deuxième question. Revenons à la Allez-y. deuxième question. Parce que vous avez aussi demandé est-ce qu'il ne serait pas mieux en Afrique centrale que la nationalisation se fasse autour de la CEAC qui est l'organisation pilier? Il y a plusieurs arguments qui peuvent militer en faveur de cette orientation. Le premier argument, c'est que l'ensemble des États membres de l'espace géographique Afrique centrale dont on parle sont membres de la CEAC. Les autres organisations sont des sous-ensembles et entièrement des sous-ensembles de la CEAC. Merci. Et C'est donc, ça. et ça, c'est un argument qui peut militer en faveur de ce choix méthodologique de la fusion par insertion des autres organisations au sein de la CEAC. Le deuxième élément qu'on peut évoquer par rapport à cet argumentaire, c'est de dire que euh, la conférence des chefs d'État de la CEAC a décidé il n'y a pas très longtemps de lancer un processus de réforme institutionnelle profonde de la CEAC. Cette réforme a conduit à la révision du traité pour le moderniser, parce que le traité institution de la CEAC date de 1983 et il y avait déjà un certain nombre de dispositions qui demandaient à être révisées compte tenu des évolutions contextuelles qui sont apparues entre-temps. Et, et ce traité a élargi le champ du processus d'intégration au sein de la CEAC de 1983. Et du coup, les domaines de coopération entre les États membres de la CEAC embrassent la totalité des champs couverts par toutes les organisations au sein de la sous-régionale. Donc ça peut être un argument qui milite en faveur du choix de la CEAC. Et le troisième argument serait celui que vous avez évoqué, de dire que cette organisation est déjà celle qui est reconnue au niveau continental et fort heureusement, c'est la seule qui est reconnue au niveau continental comme pilier de l'intégration pour l'Afrique centrale. D'autres arguments plus opérationnels peuvent être évoqués, le coût d'opportunité que cela représente, le coût financier de la rationalisation dans ce format, le coût social que cela représente. Il y a un ensemble de facteurs qui peuvent militer en faveur de cet argument. Mais, par contre, il existe aussi d'autres arguments qui sont évoqués par les défenseurs de l'autre approche, l'approche par fusion-constitution. Le premier argument, c'est de dire que toutes les organisations d'intégration régionale qui sont actuellement en vigueur en Afrique centrale sont malades. Elles sont toutes malades en raison des insuffisances sérieuses qu'on observe dans leur fonctionnement, même si tout le monde s'accorde à dire que du point de vue de l'intégration économique, la CEMAC, les pays membres de la CEMAC ont réalisé des avancées importantes.
pour l'établissement du marché commun. Mais les diagnostics qui sont faits de part et d'autre montrent que toutes les organisations sont malades. Et les défenseurs de la fusion-constitution pensent que l'organisation est donc l'opportunité de dissoudre toutes ces organisations qui ont montré de nombreuses limites importantes au cours des décennies d'existence, de leur décennie d'existence, pour fonder une nouvelle organisation qui aurait plus de possibilités de se déployer avec de nouvelles valeurs, avec de nouvelles perspectives plus performantes. Voilà un peu l'analyse qu'on peut faire. Mais si vous me demandez ma position, je vous dirais que je pense qu'il est plus facile euh, de, de procéder par fusion-constitution pour la simple raison que cela offre les possibilités de continuité dans le processus d'intégration régionale. Une rupture dans un contexte comme celui-là a des coûts énormes. La continuité a aussi des coûts, mais a d'énormes avantages. Et puis, par ailleurs le champ de compétences géographiques et juridiques est déjà déterminé. On peut bâtir sur celui-là et réaliser des avancées substantielles. Maintenant, euh, on peut aussi, pour justifier, pour appuyer cet argumentaire, c'est observer ce qui se passe ailleurs, parce que ce n'est pas qu'en Afrique centrale que la rationalisation a cours. Il y a en Afrique de l'Ouest un processus similaire qui a cours et la configuration d'intégration de l'Afrique de l'Ouest est quasiment identique à quelque chose près à ce qui se passe en Afrique centrale. Et en Afrique de l'Ouest, l'approche qui a été choisie, c'est celle-là, la fusion-constitution. Et elle a été d'ailleurs consacrée dans la révision du traité constitutif de la CEDEAO en insérant dans l'article 2, je pense, sur les objets, sur la création de la CEDEAO un bout de phrase qui stipule de manière explicite que la CEDEAO sera à terme l'unique communauté économique régionale en Afrique de l'Ouest. Et sur cette base, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a mis en place un mécanisme opérationnel qui permet d'harmoniser progressivement les programmes et projets et politiques des États membres de l'Afrique de l'Ouest et d'en transférer la compétence unique à la CEDEAO là où les compétences étaient partagées, là où les processus parallèles avaient cours. Donc, voilà un peu les réponses que je peux apporter à votre question qui peuvent, je le reconnais, être sujet à débat, mais c'est ouvert. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces éclairages. Bon, nous retenons que, il n'y a pas de méthodologie arrêtée au niveau continental. Donc, s'il y a fusion, l'Union africaine reconnaîtra naturellement la communauté unique qui sera payée. Voilà. Maintenant, la question est de se dire, vous avez évoqué la fusion constitution et les chefs d'État et de gouvernement en Afrique centrale également sont d'accord avec cette approche, la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de rationalisation des communautés économiques régionales. Mais le processus reste tout de même entravé par de nombreux défis. Vous avez bien fait de relever Non, cette non, information. je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les chefs d'État de l'Afrique centrale sont d'accord avec la fusion constitution. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien qui le dit. Il n'y a rien à ce jour qui le dit. Rien du tout. Il y a des déclarations qui sont faites, mais, mais la démarche de prise de décision en Afrique centrale est très bien connue, hein. Donc, par contre, contrairement à l'approche de fusion-constitution qu'on déclare comme ça sans fondement factuel, être reconnu par les États, les chefs d'État, vous avez, dans un communiqué final d'une conférence des chefs d'État de la CEAC également, de 2016, du 30 novembre 2016 à Libreville, dans le communiqué final de ce sommet, vous trouverez au paragraphe 30 du communiqué final, je me trompe peut-être 30 ou 32, une allusion très claire à la fusion, à la fusion-absorption. Une allusion très claire. Le paragraphe instruit la CEAC d'accélérer le processus d'intégration régionale par l'intégration de la CEMAC et de la CEPGL au sein de la CEAC. C'est explicitement libellé comme ça dans le communiqué final du sommet extraordinaire de la CEAC qui s'est tenu à Libreville le 30
novembre 2016. Et je trouve une allusion similaire à la fusion constitution dans aucun autre document au sein de la communauté. Je vous prie de m'en donner une référence si vous en connaissez un. Donc, docteur, est-ce que nous devons comprendre que le fait qu'il y ait des contraintes financières qui résultent de ce que les chefs d'État et de gouvernement en Afrique centrale ne cotisent pas pour le processus de rationalisation, est-ce qu'on devrait comprendre que c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que c'est plus une volonté politique, le fait qu'il y ait des contraintes financières? Parce que nous savons que au nombre de tous les défis qu'on peut relever, il faut de l'argent pour accélérer le processus. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière tous ces défis-là qui persistent? C'est difficile à expliquer dans la perspective que vous présentez, parce que euh, tout comme le processus de rationalisation, le fonctionnement des communautés économiques régionales est confronté à de nombreux défis financiers. Les États ne cotisent pas. Donc, si ils se comportent de la même manière pour le processus de rationalisation, cela ne traduit pas leur désintérêt par rapport au processus de rationalisation. Je ne suis pas sûr d'avoir l'explication juste du comportement des États de l'Afrique centrale par rapport au processus d'intégration régionale de manière générale. Il y a beaucoup d'actes dont l'interprétation rationnelle ne peut pas trouver d'explication objective. Mais ce qu'on doit constater, c'est de dire il y a les défis de financement, il y a les défis de financement, il y a les difficultés de mobilisation des ressources financières pour la conduite du processus et cela constitue un motif de ralentissement de l'avancement. Euh, Docteur, j'aimerais que nous évoquions maintenant un autre aspect. Nous avons parlé des instances, des institutions décisionnelles, nous avons parlé de politique. Et j'aimerais qu'on essaye de mettre en contribution, que nous essayons de mettre en le rôle des peuples. Est-ce que dans ce processus de rationalisation, les peuples sont mis à contribution? Qu'est-ce qui est fait au niveau des populations? Est-ce qu'il y a véritablement la machine est véritablement en marche pour impliquer les peuples dans ce processus de rationalisation? Parce qu'il convient quand même de relever que nous ne parvenons pas à nous en sortir en termes d'intégration parce que les peuples sont pratiquement mis à l'écart. Qu'est-ce qui est fait au niveau du comité de pilotage? Vous n'êtes pas certainement au comité de pilotage, mais qu'est-ce qui est fait en matière de rationalisation aujourd'hui pour mettre les peuples à contribution? J'aime bien cette question qui pose de manière générale la problématique de l'implication des populations dans les processus de prise de décision au sein de l'intégration régionale. Mais ça pose une question méthodologique. Quand on dit impliquer les peuples, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire impliquer les peuples dans un processus euh, 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 de rationalisation qui implique les instances décisionnelles politiques au plus haut niveau? Il y a là des clarifications à apporter. Parce que impliquer les peuples ne veut pas dire que on va aller chercher une c'est dans mon quartier pour qu'elle vienne dire comment on fait la rationalisation. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Non, il y a dans le processus de prise de décision politique, il y a des approches qui sont consacrées par les textes qui régissent les processus en question. Au sein des organisations, il y a différents organes et institutions qui sont mis en place, dont les organes et institutions qui sont composés des représentants des peuples. Au sein de la CEAC, le traité révisé a institué un parlement communautaire. Au sein de la CEMAC, il existe déjà un parlement communautaire. Au sein de la CEAC et au sein de la CEMAC, il existe une cour de justice communautaire, il existe une cour de compte communautaire, qui sont des instances qui sont chargées de jeter un regard de droit sur le comportement des acteurs qui ont la charge de jouer des fonctions exécutives dans le déroulement du processus d'intégration régionale. Maintenant, cet aéropage d'institutions crée des conditions pour que soient impliqués dans les processus décisionnels de suivi de la mise en œuvre et du contrôle du processus d'intégration les personnes qui sont mandatées par le peuple. Donc,
on ne peut pas dire que les peuples sont exclus. Mais maintenant, si on vient sur le champ des interactions sociales directes, les peuples n'ont pas besoin d'attendre la rationalisation pour interagir. Si on prend l'analyse, on fait l'analyse du découpage géographique, l'analyse historique du découpage géographique et de ses implications socio-anthropologiques en Afrique centrale, on se rendra compte que bien que les frontières aient été établies, elles n'ont pas véritablement créé de cloison entre les peuples. Et je veux m'expliquer. Si on prend le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon, on trouve dans ces peuples, dans les espaces frontaliers, des communautés identiques qui continuent à vivre ensemble, bien qu'il existe des frontières. Vous trouverez des fans au Cameroun, des fans en Guinée équatoriale, des fans au Gabon, mais c'est des peuples qui continuent à entretenir des relations qui ont des liens de parenté, qui se visitent, même si les frontières administratives, à des moments, créent des tensions au niveau politique et au niveau social. Si vous prenez le Gabon, le Congo, vous allez trouver des configurations similaires. Vous prenez l'est du Cameroun avec la Centrafrique, vous prenez le nord du Cameroun avec le Tchad, vous allez trouver des configurations similaires. Vous prenez la RDC et l'Angola, c'est exactement pareil. Et donc, ces peuples-là qui existent, qui malgré l'appartenance à des pays qui ont créé des semblants de division par les visées politiques guidées par différentes forces guidés par différentes forces. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que pour interagir, pour garder des relations sociales, les peuples n'ont pas besoin de la rationalisation pour ça. Maintenant, sur la participation au processus formel de prise de décision, d'orientation et de suivi et de contrôle, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que les représentants des peuples puissent être impliqués. Zone de libre-échange continentale africaine. Et vous avez évoqué tout à l'heure un héritage culturel que nous avons, certains savoir-faire que nous avons en Afrique centrale. Et nous connaissons également le tissu de production en Afrique centrale. C'est bien vrai qu'il n'est pas très diversifié, mais nous pensons qu'en Afrique centrale, nous pouvons développer des chaînes de valeur. Est-ce que vous pensez que si nous partons dans ce contexte de chaîne de valeur, est-ce que la zone de libre-échange continentale africaine peut être un coup de pouce au processus de rationalisation en Afrique centrale? Quel est votre point de Absolument. vue? Voilà. Absolument. La zone de libre-échange continentale peut être un élément d'accélération de la nationalisation, du moins dans la création d'une zone de libre-échange fonctionnelle au sein de l'espace communautaire. Pourquoi? Parce que tous les États membres de la CEAC et donc membres de toutes les autres communautés économiques régionales ont ensemble euh, signé et ratifié le traité instituant la zone de libre-échange continentale. Et donc, deuxièmement, le traité instituant la zone de libre-échange continentale comporte des instruments opérationnels de la zone de libre-échange qui sont similaires à ceux qui existent au sein de la communauté. Un tarif préférentiel euh, 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 au sein, au sein de la communauté existe. Il existe aussi un tarif préférentiel que les États ont adopté pour leur participation à la zone de libre-échange continentale. Il y a des règles d'origine qui sont adoptées à l'échelle continentale. Il y a un ensemble d'instruments qui sont adoptés au niveau continental, qui existent au niveau régional, mais dont l'harmonisation n'est pas encore totalement achevée. Et donc, si tous les États membres de la CEAC appliquent de manière rigoureuse la zone de libre-échange continentale, se posera alors un problème je veux dire, de superposition de règles. On assistera à une espèce d'inflation de règles sur les mêmes matières. On aurait les instruments de la zone de libre-échange de la CEAC qui sont aujourd'hui, soit dit en passant, harmonisés avec ceux de la CEMAC, mais il y aura également
les instruments de la zone de libre-échange de l'Union africaine à travers la ZLECAf que les États devront appliquer. Et ça pose un problème pour les opérateurs économiques. Si ces instruments ne sont pas identiques, lesquels vont-ils mettre en œuvre pour leurs échanges au niveau de la communauté ou alors pour leurs échanges avec les autres États qui ne sont pas membres de la CEAC. Et donc, à un moment donné, il se posera l'exigence de faire un choix. À un moment donné, il se posera l'exigence de faire un choix. Et je pense que le choix penchera certainement vers l'application des instruments de la zone de libre-échange continentale au détriment de la multiplicité d'instruments qui existent au sein de l'espace communautaire. Nous prendrons les 5 dernières minutes de cette conversation pour parler des actions concrètes et urgentes menées par les États pour faciliter le processus. Mais avant à ce niveau, j'aimerais prendre, nous prenons les questions des participants en ligne. Donc, je donne l'opportunité à Ariel de nous donner quelques questions qui ont été posées par les participants. Nous avons 10 minutes pour cet exercice et nous prendrons les 5 dernières minutes pour parler des actions concrètes, des recommandations du Dr. Kocho pour accélérer le processus de rationalisation ou alors d'unification des communautés économiques régionales en Afrique centrale. Et voilà, donc Ariel, je te passe la parole. Merci, docteur Kwam, pour la parole donnée. Alors, docteur Couture, nous allons prendre quelques questions qui sont dans le chat et ensuite prendre ceux qui veulent parler directement. Alors, nous allons prendre la question de Monsieur Fouefak Ebenezer qui dit, L'échec de la rationalisation ne ment-il pas de l'échec de la libre circulation des personnes et des biens, du fait que certains pays de l'Afrique centrale préfèrent se fermer et d'autres hostiles aux autres? Ça, c'est la question qui a été posée par M. Fouefak. On peut trouver des arguments pour établir ce lien, mais je ne suis pas sûr cela ait un lien direct. Parce que, quoi qu'on dise, au sein des 6 États membres de la CEMAC, la libre circulation des personnes est opérationnelle. Elle est opérationnelle et effective, du moins pour ce qui concerne l'accès sans contrainte au territoire de tous les États membres par les citoyens de la communauté, l'exemption de visa, l'existence d'un passeport communautaire et les travaux sont en cours pour l'application du droit et du droit d'établissement. Donc, on ne peut pas dire que les États membres de la CEMAC ont peur de la libre circulation des personnes. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est un fait au sein de la CEMAC. Et donc, établir cette corrélation me semble pas très idoine. Une autre question de Sob Kamwa, M. Sob Kamwa, qui pose la question de savoir si le fait que le comité de pilotage des communautés économiques régionales en Afrique centrale, constitué d'un conseil de ministres des pays membres, suit l'approche de la fusion-dissolution, ne signifie pas que les États aient adopté cette approche. Je ne sais pas si l'auditeur euh, ne tire pas des conclusions rapides. Parce que je sais effectivement qu'il y a des travaux qui ont été menés pour la préparation des instruments juridiques d'une communauté économique, d'une nouvelle communauté économique par dissolution des communautés existantes. Mais je peux vous dire, parce que je suis au sein de la CEAC, je suis ce processus de très près, que ce qu'on essaye de présenter comme consensus autour de la fusion-constitution n'est pas forcément un consensus. N'est pas forcément un consensus. Et la preuve, c'est que lors du dernier euh, sommet de la CEAC qui s'est tenu à Libreville en juillet 2023, le Conseil des ministres avait demandé qu'une retraite soit organisée sur la rationalisation afin de déterminer la conduite à tenir. Je m'arrête à ça. Interprétez ça comme vous voulez, mais je m'arrête à ça. Ça vous donnera une indication sur l'état des lieux. Merci. Lors de la 5e réunion du comité de pilotage des communautés économiques régionales en Afrique centrale, le traité constitutif a été approuvé, a été validé. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quand on dit que le traité constitutif a été approuvé, qu'est-ce que nous devons entendre par là? Je ne suis pas sûr que le communiqué final de cette réunion
dit explicitement que le traité constitutif de la nouvelle communauté a été approuvé. Le communiqué dit il est soumis à l'appréciation des chefs d'État. C'est le terme du communiqué final. Je ne sais pas si je l'ai mal lu, mais allez le vérifier et on pourra en reparler. Donc, Le communiqué final. cela signifie que le traité constitutif n'est pas encore, n'a pas été finalisé, n'a pas été validé. Interprétez comme vous voulez, mais l'expression qui a été utilisée dans le communiqué final, c'est que les ministres soumettent à l'appréciation de la conférence les instruments constitutifs de la nouvelle communauté. Et D'accord. ceci, pour les personnes qui ont l'habitude du travail avec les instances politiques interétatiques, ils savent ce que ça veut dire. Parce que là où, dans les enceintes multilatérales, quand on est d'accord, on le dit explicitement. Quand on n'est pas d'accord, pour ne pas créer des susceptibilités, on utilise parfois des styles d'expression qui laissent des ambiguïtés. Je ne veux pas l'interpréter le communiqué final, mais je vous fais remarquer que les termes qui sont utilisés par le communiqué final de cette réunion sont ceux-là. Très bien. Le docteur Deyo nous pose la question de savoir pourquoi la CPGS était retirée à un moment. Comment cette décision avait été prise? Pourquoi la Euh, CPGS était à un moment retirée? Oui. De mémoire, je me souviens que l'argument que les pays membres de la CEPGL avaient utilisé pour demander qu'on laisse provisoirement à l'écart cette communauté économique régionale, c'était que ces instances statutaires ne s'étaient pas réunies depuis très longtemps. Et donc, la décision d'impliquer la CEPGL dans la rationalisation de l'Afrique centrale n'avait pas été formellement prise par les instances politiques au plus haut niveau. C'est pour ça qu'ils avaient dit d'attendre qu'un sommet de la CEPGL se réunisse, prenne la décision avant de réintégrer la CEPGL dans le processus. Docteur, nous aimerions également savoir comment est-ce que les contributions financières s'opèrent. Est-ce que les États ont un montant, le même montant, ou alors les contributions se font en fonction d'un facteur que nous souhaitons certainement découvrir. Parce Non, il convient de relever qu'il y a, les pays ne sont pas au même niveau en termes de croissance, en termes de produit intérieur brut, produit national brut. Comment est-ce que les contributions s'opèrent? Est-ce que ça ne pèse pas sur certains États? il convient d'indiquer que pour ce qui concerne le financement du projet de rationalisation, il y a une orientation claire qui a été prise en termes de contribution qui fixe un montant unique pour tous les États et des contributions également des organes exécutifs de communautés économiques régionales. Et donc, le facteur de détermination du montant de la contribution n'était pas forcément le niveau de développement de chaque État, c'était en rapport avec le niveau des besoins de ressources humaines, de ressources financières pour la conduite du processus de nationalisation. Et si j'ai bonne mémoire, chaque État est supposé verser un montant de 30 millions de CFA par an et les deux exécutifs des communautés économiques régionales 150 millions de CFA. Il nous reste une minute pour les questions avec l'audience. Je ne sais pas, Ariel, si nous avons une main levée pour que nous pouvons prendre. Nous avons une minute pour une dernière intervention. Est-ce qu'on a une main levée? Voilà, je vois une autre question de M. Sokamwa. Étant donné la grande similarité qui existe entre les économies de l'Afrique centrale, qu'allons-nous échanger exactement, que ce soit avec la ZLECAf ou la rationalisation? Est-ce que la CES Euh, oui, oui, je vous écoute. Allez-y, docteur. sera flexible au point de aux autres communautés économiques? Voilà. Reprenez la question, je n'ai pas Voilà. compris. Étant donné la grande similarité qui existe entre les économies de l'Afrique centrale, allons-nous échanger exactement, que ce soit avec la ZLECAf ou la rationalisation? Ok, c'est une question très intéressante. Mais vous voyez, on a comme ça un effet d'illusion que nous procure
la similarité des dotations factorielles au sein des États de l'Afrique centrale. Qui a dit que parce qu'on produit de la banane plantain au Cameroun, on ne peut pas produire de la banane plantain au Gabon et vendre au Au Cameroun? Gabon. Qui a Au dit ça? Cameroun. D'accord. Qui a dit que parce que le Cameroun a un gisement de fer euh, et que le Gabon également dispose de gisements de fer. On ne peut pas mettre en place des fonderies, des aciéries et produire de l'acier qu'on vendrait au Cameroun, qu'on vendrait au Nigeria et qu'on vendrait n'importe où dans le monde. Qui a dit que parce qu'on est des pays pétroliers tous ensemble, on ne peut pas raffiner le pétrole et le vendre partout entre nous et même en dehors de notre espace communautaire? Qui a dit ça? Donc, c'est un effet d'illusion qui est basé sur une perception qui me semble, entre guillemets, pas juste de la dynamique économique des États de l'Afrique centrale. La construction des chaînes de valeur régionales s'appuiera sur les complémentarités et même les similarités, parce qu'il faut établir une relation entre les dotations factorielles, les capacités de transformation et les marchés qui sont visés. Et les marchés, il y en a. Il y en a. Et nos capacités de production n'ont pas encore atteint le niveau où on peut estimer que les marchés sont saturés et de telle sorte que les produits issus de l'industrie ne puissent pas avoir des marchés. Ce n'est pas vrai ça. Donc, de mon point de vue, la similarité de l'orientation factorielle n'est pas un obstacle à l'industrialisation, n'est pas un obstacle à la constitution d'un marché communautaire qui soit un déterminant, qui soit comment on appelle ça, dont la consommation soit un déterminant de la croissance économique et de la transformation des économies. Merci beaucoup, docteur. Donc, nous remercions également notre audience pour les questions qui ont été posées et nous arrivons au thème de notre conversation. Pour fermer cette conversation, nous aimerons avoir vos recommandations parce qu'il est convenable de rappeler que l'échéance était fixée à 2023 pour aboutir au processus de rationalisation en Afrique centrale, mais cela n'a pas été réalisé à cause d'un certain nombre de défis qui persistent. Et selon vous, docteur, quelles sont les actions concrètes et urgentes que doivent euh, mener les États pour aboutir dans une horizon très proche à l'unification des communautés économiques régionales en Afrique centrale? Quels sont, selon vous, les leviers sur lesquels il faudrait appuyer? Cette question est un peu embarrassante pour moi compte tenu de ma position professionnelle. Et compte tenu de ce que les autorités politiques sont pleinement saisies de la question, donc il est un peu difficile pour moi de me prononcer en public sur les orientations. Mais ce qu'il faut dire, c'est que euh, il est indispensable que les autorités au niveau politique s'accordent sur l'approche méthodologique parce que ce sera le déclencheur. S'accordent définitivement et formellement sur l'approche méthodologique de la rationalisation et il est aussi nécessaire que toutes les parties prenantes apportent un soutien franc au processus par leur contribution financière. Et il est aussi urgent, extrêmement urgent, que le secrétariat technique euh, euh, rationalise son champ d'intervention. Parce qu'une des faiblesses du processus est aussi due au fait que le secrétariat technique du comité de pilotage s'est embourbé dans mille choses à la fois et sans avoir les compétences et les capacités pour les faire, pour les conduire. Et donc, il faut que les missions du secrétariat technique de la rationalisation soient rationalisées et concentrées sur l'essentiel, et de telle sorte que les maigres ressources qui sont disponibles puissent être utilisées efficacement pour produire des résultats concrets. Donc, voilà quelques pistes de recommandations que moi je pourrais formuler, pratiques, opérationnelles, en faisant confiance à nos autorités politiques de telle sorte qu'elles puissent prendre des bonnes décisions. En tout cas, c'est le déterminant clé aujourd'hui d'avancement du processus. Il faut que les politiques se saisissent pleinement et ils sont saisis et qu'ils prennent des décisions claires et formelles sur l'orientation à prendre. Merci beaucoup, docteur Jacob Kocho, pour cet échange. Merci également pour
tous ces éclairages. Nous avons pris avec beaucoup d'attention, nous avons appris avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez partagé avec nous et nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour votre temps. Je sais qu'en ce moment, vous êtes à Malabo entre deux réunions de la CEAC. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. Merci également à nos participants. J'aimerais vous transmettre les salutations de notre management ici à la Fondation Denis Eleonora Forestia. Donc, merci infiniment. Nous allons recueillir nous allons bien prendre, nous avons bien pris note de toutes les informations et nous allons les retranscrire dans une note de politique que nous allons publier très prochainement. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de discuter avec vous. Je vais également remercier ceux des auditeurs qui ont bien voulu s'associer à notre conversation. Je vous remercie. Merci infiniment, docteur. À très bientôt.